il faut qu'on s'enlève de l'écran. C'est pas. Tu peux repasser sur le clavier quand allez. Voilà, donc ça, c'est l'in vitro qu'on a fait avec TMP. Donc en fait, les gens qui sont là dans la salle, il y a Incal, Bluetooth, Gruc, Evo et Halfbyte qui est en Allemagne, qui est pas là. Donc voilà. On nous a proposé de faire l'in vitro pour DemoJS cette année. On s'est bien amusé. C'est bien marrant de faire un truc en JS qui dit fuck JS. Toujours sympa. Et donc, en fait, ce qui s'est passé. Il tient pas ce micro, hein, il a plus de batterie, non? On en a pas un autre? Celui-là? Sinon, t'as celui-là. Il s'éteint toutes les 2 secondes en fait. Ouais, c'est bon. Donc voilà, ce qu'on va vous présenter là spécifiquement, c'est cette in vitro. Le but c'était quand même d'inviter les gens évidemment à DemoJS, donc forcément il fallait qu'il y ait le contenu, les infos, etc. Un truc minimum, mais pour s'amuser un petit peu, on voulait la faire aussi en taille limitée. Donc en fait, ce que vous venez de voir là, ça fait 12 kilooctets avec tout, donc le son, le rendu, etc. Alors on visait 8 à la base, mais je vais en parler. Au niveau du contexte, donc quand on a commencé à bosser sur cette prod là, il faut savoir que c'est une invitation, donc réaliser l'invitation c'est plus important que rentrer dans la compo, parce que réaliser l'invitation après la partie c'est stupide. Donc, donc on s'est dit c'est pas grave si on vise 8 par exemple, on rentre pas dans le 8, c'est pas grave. On est passé dans la catégorie 64, on s'est fait défoncer par Mercury, donc c'est pas grave, c'est Mercury. Et voilà, donc ça c'est au niveau du contexte. On voulait quand même bien s'amuser à paquet, donc je vais vous parler de ça, comment on a descendu ça avec une toolchain assez intéressante. Donc en même temps, on en a profité pour construire des outils pour la team. Donc TMP ça a toujours été un peu le bazar. On a fait DemoJS 1 avec des gens, DemoJS 2 avec d'autres gens. On est revenu, on s'est séparés, on a refait des trucs, etc. Et là, on a commencé à essayer de monter une techno au niveau de la team TMP. Donc en plus, en objectif secondaire, on s'est mis d'essayer de construire un pipe de prod pour les démos suivantes aussi. Alors évidemment, c'est complètement expérimental, ça a réalisé une seule démo, mais un des objectifs de tout ce qu'on a fait là, c'est aussi de pouvoir le réutiliser ensuite. Donc ça met des contraintes. Déjà, entre autres, comme il y a des outils autour, le moteur, il a du pré-processing pour qu'on puisse par exemple avoir des trucs spécifiques à l'édition qu'on enlève pour la démo, ce qu'on ne fait pas quand on fait une prod one shot où on fait que la démo. Et c'est très important d'avoir aussi quelque chose d'automatique, parce que du coup on était 6 à travailler dessus,
Moi j'ai beaucoup travaillé sur le packing, il ne fallait pas que on puisse minifier une fois et ensuite faire plein de petits tweaks à la main. Si à chaque fois que quelqu'un change un shader ou un truc, on doit refaire tout ça à la main, quand on est à 6 dessus, c'est impossible. Donc tout ce que je vais vous présenter en packing là, c'est automatique, ou presque automatique avec une étape manuelle maximum, mais en gros, on essaie de packer et on essaie de ne pas packer à la main. Comme ça, on peut travailler à plusieurs sur le contenu et moi je pouvais me concentrer par exemple sur du packing pendant que d'autres gens faisaient la ville, le son, etc. Donc je vais vous présenter d'abord les techniques de packing assez classiques, donc celles qu'on retrouve dans beaucoup de démos qui ont été réalisées ici. La base, pour faire des trucs petits, c'est quand même d'être procédural. Donc ça, c'est juste un rappel, hein. Ça fait jamais de mal de le dire. Si on met une texture qui fait 100K dans une démo 4K, c'est fini. Voilà. Donc tout est procédural, les textures, les modèles, les sons, tout. Il n'y a rien qui est fait dans un soft externe. C'est que du code. Ensuite, ce qu'on fait en général, c'est qu'on passe au minimum dans un minifier. Donc il y a des teams qui le font à la main. Là, comme je viens de le dire, on voulait éviter de le faire à la main. Donc on est passé par Clojure Compiler en mode assez agressif. Ça fait que du code comme ça, là, où il est capable de calculer statiquement des résultats, d'enlever du code mort, il le fait. Il fait tout, donc voilà, ça nous permet de transformer par exemple une fonction qui fait un calcul avec des paramètres fixes, il le remplace directement par le résultat. Il enlève le code mort, etc. Donc il renomme les variables en plus court, enfin voilà, il minifie quoi. Donc ça c'est la base. Ensuite on fait du packing PNG, donc ça c'est un classique. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas le packing PNG, on prend tout le JavaScript de la démo. On n'a que du JavaScript, il n'y a pas de HTML associé, sauf ce petit bout de truc qui est dans la page en fait à la fin. Et on fait un fichier HTML avec un PNG qui contient le code mis dans une image. Ça marche parce que le PNG c'est lossless, donc on peut se permettre de mettre du code dans des pixels et on ne perd pas, comme avec JPEG, on perdrait des morceaux de code au passage. PNG ça marche. Et ensuite, on rajoute un petit bout de code derrière qui crée un canevas, qui parcourt tous les pixels un par un, qui les met dans un buffer string et qui évalue dessus. Voilà. Et ça ça décompresse avec l'algo zip du navigateur de l'implémentation PNG. Donc ça nous fait un zip gratuit qu'on n'a pas embarqué dans la démo comme avec Crinkler par exemple. Crinkler, ils embarquent un décompresseur dans le code runtime. Là, on l'a dans le browser, on en profite. Tant que ça marche. Parce que c'est quand même un gros hack. On envoie du PNG et du HTML dans la même page. Les navigateurs sont suffisamment sympas pour nous laisser faire ça. Si un jour ça ne marche plus, il faudra qu'on trouve une autre solution. Voilà. Donc ça c'est vraiment la base. Beaucoup de démos qui ont été réalisées ici utilisaient ces deux grosses techniques-là. Entre autres avec JSXV de CB, d'Adims. Donc beaucoup de prod, TMP comprises, ont utilisé cet outil-là qui fait un appel à Clojure Compiler et une compression PNG. Donc c'est une toolchain qui déjà marche très bien, c'est un peu l'équivalent du Crinkler dans la démo web, on prend ça déjà, ça compresse. Voilà, et on a un truc pas mal. Maintenant je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe quand on essaie d'aller plus loin. Alors déjà, cette technique de canvas, elle est bien pour de la 2D. Nous on fait du WebGL, donc on a des shaders. Alors le shaders, il y a un gros problème avec les shaders. C'est quand on minifie tout le JavaScript, le shader en fait c'est une string. C'est juste du code GLSL qui est dans le code JavaScript. Donc en fait ce qui se passe c'est que très souvent on voit apparaître du code JavaScript bien minifié, bien propre, et au milieu on a une énorme string de GLSL pas minifiée parce que c'est une string, donc forcément le minifier il ne peut pas y toucher. Donc qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Déjà on prend un autre minifier pour minifier le GLSL avant de le mettre dans le JavaScript. Donc en fait, il y en a deux gros assez connus. Il y a celui de Control Test qui est assez populaire, minifier GLSL. Et nous on utilise GLSL Unit qui est un gros tooling autour de GLSL en fait qui peut permettre de faire des tests unitaires, qui peut permettre d'exécuter du GLSL en dehors du GPU. Il fait plein de trucs. Mais entre autres, il fait de la minification. Et il est open source aussi sur Google Code, donc on peut le patcher, on l'a fait aussi. Ça nous sort des choses comme ça. Donc ça c'est, voilà, en fait là vous reconnaissez les mots-clés frag color, texture 2D d'OpenGL, mais derrière,
ça va minifier le GLSL comme si c'était, comme en JavaScript, sauf que du coup, on peut mettre ça dans une string JavaScript et minifier le tout avec du PNG. Déjà, ça gagne beaucoup. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? En fait, quand on a 10, 20, 30 shaders dans la démo, on les passe tous dans un minifier GLSL, on se retrouve avec 10, 20, 30 chaînes minifiées pour les vertex et fragments de shaders. Donc ça donne qu'en fait, pour tous les shaders, on va dupliquer le code commun. Donc par exemple, les équations de lighting, les équations de fog, le bruit, tous les algos qu'on veut utiliser dans 2 ou 3 shaders, ils sont dans les 2 ou 3 shaders, minifiés, mais ils sont quand même 3 fois là. Plus toutes les données qui sont accédées par le JavaScript. Donc si on minifie par exemple un nom d'uniforme, on ne peut plus y accéder depuis le JS, puisqu'on l'accède par nom en fait. L'API, on lui dit je veux cette valeur qui a tel nom, si on minifie le nom, bah, il n'existe plus. Donc ceux-là, on ne peut pas les minifier. On les a minifiés aussi finalement après plus loin, mais autrement. Donc ça c'est un premier problème. Voilà, là vous avez 6 shaders et en fait vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en commun au début. Voilà, le temps par exemple, il est dans tous et pas mal de paramètres ensuite. Et après il y a le code minifié qui lui est plus ou moins unique à chaque shader. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait on fait un seul shader. C'est là où on a commencé à faire du gros hack. En fait on fait un shader avec plusieurs points d'entrée. Donc on fait un fragment de shader, un vertex shader avec tous les shaders dedans de la démo. Donc là vous avez un bout de ciel et un bout de post-processing dans le même fichier. Ben, ça c'est automatique, en fait si on a des fichiers séparés et on les cate dans un seul fichier et on leur met des noms comme ça. Main vertex shader du ciel, main vertex shader d'un quad full screen. Ça nous permet déjà, une fois qu'on passe ça dans un minifier, on a un shader avec fragment et vertex. Et tout ce qui est commun, c'est là qu'une fois. Donc en fait, ça nous permet d'avoir une seule fois les attributes, une seule fois les uniforms, une seule fois toutes les fonctions communes, le lighting, etc. Et par contre, on a juste plusieurs points d'entrée derrière. Par contre, à partir du moment où on fait ça, on entre dans un milieu où on n'est plus du tout standard. C'est-à-dire que la fonction main, elle s'appelle plus main. Donc, derrière, ça crée énormément de complications. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans le minifier GLSL, donc GLSL Unit, et on a patché plein de trucs. Donc, entre autres, le fait d'avoir plusieurs mains comme ça, et de ne pas avoir de main qui s'appelle main, le minifier, il croit que c'est du code mort. Il dit il n'y a pas de main, c'est jamais appelé, il enlève tout. Voilà. Donc, une solution, c'est de désactiver l'élimination de code mort. C'est une première solution, mais ça veut dire qu'on n'a plus l'élimination de code mort nulle part ailleurs dans le truc, donc c'est pas très cool. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a patché, on l'a hacké même en mode très sale, juste pour lui laisser dans le système d'élimination de code mort, lui dire nos mains et machin, faut les garder, c'est des trucs à garder, et tout ce qu'ils utilisent, etc., avec le système de dépendance du minifier. Et on en a profité en même temps pour profiter du système de minification. Donc ces main machin là, ils sont renommés en A, B, C, J, enfin minifiés quoi. Et ça on l'exporte directement dans le JS, comme ça on n'a pas besoin de garder ces noms longs. Donc en fait à la minification, on sort les noms minifiés et on les réutilise après depuis le JS, ce qui nous permet de gagner encore des bytes. Donc à la fin ça donne ça. À la fin ça donne ça. Ça c'est tous les shaders de toute la démo. Bon vous voyez la scroll bar elle va un peu loin, hein. C'est la chaîne là-haut là. C'est un fragment de shader, un vertex shader. Et quand on charge les shaders, ce qu'on fait c'est que là par exemple on cherche une fonction qui s'appelle K et ça correspond au main vertex pour le depth of field. Si on cherche une fonction qui s'appelle T, ça correspond au main fragment shader pour le depth of field. Donc ils y sont là, plantés quelque part dans cette chaîne plus loin. On peut peut-être les trouver. Mais si on regarde un peu plus loin, voilà. Je sais pas si on en a. Non, bon, c'est pas grave. Croyez-moi. Mais ils y sont. Promis, ils y sont. Ah, non! Excusez-moi. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que du coup là déjà on a éliminé toute la redondance dans le code GLSL, on a packé tout le code GLSL, donc c'est plus un problème de l'avoir en string dans le JS puisque c'est la string minifiée qui est dans le JS. Et on a des noms de points d'entrée dans le GLSL qui sont tout petits.
Et du coup, on a en gros un caractère ou deux maximum par shader, quoi, pour ajouter un nouveau shader. Voilà, donc ça c'est pour les shaders. Maintenant, on n'a pas fait que ça. On n'a pas fait que ça, donc on est allé encore plus loin. En fait, on a regardé la sortie minifiée de tout le système, on s'est dit, tiens, il y a encore beaucoup de trucs lisibles et longs. Donc entre autres, tout ce qui concerne les contextes. Typiquement, là vous avez du OpenGL. C'est vrai pour WebGL, WebAudio, Canvas. Tous les appels de fonctions, par défaut, on ne peut pas les toucher. Parce qu'en fait, quand on fait bind buffer, donc là vous voyez le contexte WebGL, il s'est fait renommer en hash. Jusque-là, ok. Et ensuite, quand on fait bind buffer dessus, bah, la fonction elle s'appelle comme ça. Si on la unifie, forcément, elle n'existe pas, elle n'est plus dans l'API JS et boum, c'est mort. Mais on aimerait bien quand même gagner de la place. Donc là, on a beaucoup de fonctions dans beaucoup d'API, parce qu'on utilise les trois, WebGL, WebAudio et Canvas dans la démo. Donc on a les trois API qui sont présentes. On aimerait bien que ça ressemble plutôt à ça, en fait. Donc là, vous voyez, c'est le même code après une passe de minification un peu agressive, où en fait on renomme bind buffer par exemple en BB, enable vertex set library en EVAA, voilà, et comme ça déjà on gagne encore plein de bytes. Donc comment on fait ça? En fait on a une fonction magique qui prend le contexte au runtime, qui parcourt tous ses membres avec la magie de JavaScript. On peut facilement dire je veux tous les membres de l'objet, et hop, on les prend. Et on recrée des membres avec le même nom plus court. Alors, le choix de l'algo pour minifier le nom, il est très important en fait. Si on fait un algo naïf par exemple, lui mettre un numéro, il y a des chances que ça ne marche pas sur deux browsers différents. Parce que pour peu qu'il y ait une fonction d'écart, qu'elle ne soit pas dans le même ordre, là on les trie déjà. Ça évite, il y a un sort là, vers le début. Ça permet de stabiliser un peu cet algo-là. Mais donc là, le choix qu'on a fait pour ce truc-là, c'est minifier en lisant la camel case en fait. Donc il y a une petite regex un peu plus loin, voilà, qui ressemble à ça, qui en gros va extraire la première lettre de chaque mot. Donc enable vertex set library, ça fait EVAA. Voilà. Et l'air de rien, déjà c'est pratique pour le debug aussi. Parce qu'en fait, quand on a un bug dans la version minifiée de la démo et que le browser nous dit EVAA4 n'est pas une fonction, et là ça crache, on est bien content d'avoir au moins les initiales ou quelque chose, une info supplémentaire, parce que si en plus elle avait été minifiée dans un nom imbitable, il faut passer son temps à suivre des tables de correspondance. Voilà. C'est pratique. Après, on aurait pu aussi utiliser un hash. Donc on peut hasher le nom de la fonction sur 32 bits, 64 bits. S'il est suffisamment robuste, ça marche. Mais en fait, un hash, si on veut l'écrire en JavaScript, ça va prendre plus de place qu'un nom court. Donc si on met contexte, crochet, 0x et 8 numéros derrière, ça sera plus long que EVA, quoi. Donc on l'a pas fait et on a gardé cette solution qui a marché pour nous. Il y a une gestion des doublons quand même, parce qu'il y a quelques fonctions qui ont la même abréviation et là on rajoute un numéro derrière. Donc juste vraiment, c'est pour ça qu'on les trie aussi, parce que les browsers sortent pas la liste dans le même ordre. C'est pas défini dans la spec en fait, c'est quand on accède à un objet, ça peut arriver dans n'importe quel ordre. Donc pour être sûr, on les trie. Le sort il prend pas beaucoup de place et il stabilise bien l'algo. Donc là en fait on a au runtime une petite partie qui annote les contextes avec des nouvelles fonctions et on a dans l'édition un petit bout de code qui nous permet de dumper la liste de correspondance comme ça. Donc là vous avez un petit extrait avec, si vous regardez, il y a ça c'est du OpenGL, ça c'est du WebAudio, on a tout. On a une grosse map comme ça JavaScript avec toutes les constantes, toutes les fonctions de toutes les API et on fait un gros sed à peu près. Avec un tout petit twist, c'est qu'en fait, on veut quand même remplacer que des mots entiers. Typiquement, vous avez des noms de fonctions qui sont inclus dans des noms de fonctions plus longs. Genre uniforme, uniforme 3F, uniforme quelque chose, voilà, uniforme location. Donc en fait, si vous remplacez juste bêtement, vous remplacez des morceaux de noms. Donc il faut quand même faire un petit peu attention, mais ça reste simple. C'est vraiment un find and replace qu'on fait après Clojure. Donc en fait, on fait passer Clojure pour enlever tous les symboles que Clojure arrive à enlever, et ensuite on refait une passe à nous derrière pour enlever tous les symboles qu'on peut enlever que Clojure n'a pas enlevé.
Voilà. Après, on a essayé des trucs qui n'ont pas tous marché. Je vais vous en parler quand même un petit peu. On a essayé d'enlever à la main les trucs qui arrivent vraiment tout le temps. Donc function, return, var. En fait, ça sert pas à grand chose. On a testé, ça fait gagner de la place dans le fichier avant la compression PNG. Mais après la compression PNG, en fait, avec un algo d'Huffman de zip, c'est là où il est excellent, en fait, l'algo. Donc si vous avez function écrit 1000 fois dans le code, le Huffman, il passe et il enlève. Et donc si on le remplace à la main par un caractère et qu'on le remet après runtime, en fait, on gagne presque rien. Ou rien, ou même on perd. 150 bytes à peu près. 150 bytes. Chacune de ces trucs. Ouais, sur la fin, je crois que c'était 1 ou 0. au début, ça devait être ça, ouais. Parce qu'effectivement, le Huffman, il avait plein de trucs à optimiser. Quand on a augmenté l'entropie de tout, en fait, où on a enlevé les contextes, on a enlevé les shaders, on a enlevé les noms de toutes les variables qui revenaient, bah à la fin, il restait que ça, en fait. Il restait que function, return, var, et donc ceux-là, ils se faisaient forcément choper par le zip du PNG. Voilà, on a mis des libs aussi. Donc on utilise GLMatrix. Merci à Togiro d'ailleurs. Toujours sympa d'utiliser des libs comme ça. Alors les libs, c'est bien, ça marche. On peut les mettre dans la démo, les minifier, les paquets, ça passe. Par contre, il faut faire attention à 2-3 trucs. Entre autres, quasiment toutes les libs JavaScript, elles sont écrites avec un pattern comme ça. Il y a une fonction, dedans il y a la lib, et la fonction est appelée instantanément. C'est ultra classique. Par contre, ça du coup, GLSL compiler, il regarde, il minifie rien du tout. Il enlève pas les fonctions qui sont dedans, il laisse tout en fait. Donc toutes les fonctions qui ne sont pas appelées, elles restent là, ça prend énormément de place. Si vous enlevez juste ces deux lignes là, vous enlevez genre 80% de la ligne, tout ce qui n'est pas utilisé. Donc il fallait surveiller un peu quand même la sortie de Clojure Compiler, regarder qu'est-ce qui restait et qui en fait aurait pas dû rester, et aller patcher la lib pour faire 2-3 petits trucs. Voilà. Il y a quelques fonctions, genre locat par exemple, qui étaient implémentées dans GLMatrix pour limiter les garbage collection, limiter le garbage, qui étaient implémentées aussi pour la vitesse. On les a réimplémentées pour la place, donc ça fait un petit peu plus d'appels. C'est un poil plus lent, mais ça gagne voilà, plein de place aussi. Il y a des checks aussi, dont on n'a pas forcément besoin. Des fois, ils vérifient si une valeur est proche de 0 pour éviter des cas d'erreur complexes. Cela, il ne faut pas hésiter à les faire sauter quand on est sûr que ça n'arrive pas dans la démo. Donc ça, c'est quand on prend une ligne, on n'écrit pas from scratch. Voilà. À la fin, les résultats, c'est que on a un code source de base avec le GLSL déjà minifié qui fait à peu près 200K. Et avec toutes ces techniques-là, la démo à la fin elle fait 12K. Donc ça marche quand même. Ce qui est intéressant à regarder en fait, c'est que bon, là on a tout le code source non minifié, sauf le GLSL. Ensuite on a tout le code source minifié, il fait déjà plus que 36K, donc forcément ça a déjà bien coupé. Ensuite on a gagné encore 4K quand même avec toutes les techniques, une partie des techniques qu'on vient de voir là. Celle de Canvas par exemple et de contexte, elles enlèvent ces 4K là. Et en fait, plus on enlève de l'entropie, moins le PNG il est efficace. C'est-à-dire qu'en fait, si on passe directement celui-là dans un PNG, il va compresser, il va gagner 90%, 80-90%. Quand on arrive ici, on a déjà enlevé tous les symboles qui se répètent, tous les trucs qui sont faciles à compresser en zip. Du coup, en fait, on gagne moins. Donc en proportion, ici, si vous regardez, on a 32K source, on a 12K avec PNG, on a réalisé dans une compose 64K, en fait, on aurait pu faire sauter le PNG. C'était juste pour dire c'est plus petit, quoi. Mais on aurait pu enlever le PNG, on serait passé dans la même compo, en fait. On serait passé dans la même compo, et j'en discutais avec Tourist hier, là, on a les mêmes stats à peu près. Quand on a minifié vraiment efficacement le JS, on arrive à, avec le PNG, enlever un peu plus de la moitié encore de ce qui reste, mais pas plus, quoi. Et après le zip, quand il y a trop d'entropie, ben, il ne peut plus zipper grand chose en fait. Voilà, j'ai mis des particules aussi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est open source? Alors oui, c'est open source. Par contre, on n'a pas encore fait le package final avec la démo,
le moteur de démo, tout dans la bonne version qu'on met sur GitHub et qui sont accessibles par tout le monde facilement. Là, il faut aller sur 2 ou 3 repositories différents, faire un peu de la magie et ça marche. Donc il faut qu'on package le truc, mais tout va être open source. Tout, la toolchain, la démo, tout. Donc si vous êtes intéressé, on va tout réaliser. Il y a déjà une bonne partie du moteur et de la toolchain sur GitHub, mais il n'y a pas la démo, donc on va faire un package complet avec tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Est-ce que tu utilises un algo particulier de compression du PNG? Parce qu'apparemment, il y a celui de 7zip, il est beaucoup plus efficace que celui de par défaut de la ZLib. Oui, alors effectivement, on a découvert ça après la release. En fait, il y a P01 qui est passé sur Poet et qui nous a dit ah, vous utilisez le vieil algo pourri. Ouais. Et bon, bah, on s'en est rendu compte après. Et du coup, on n'a pas changé pour l'instant encore la toolchain. Là, on avait essayé JSXZ qui paquait un petit peu mieux que PNGinator qu'on utilise nous. Par contre, JSXZ il sort un PNG qui fait plus de 4K de large, donc il ne marche pas sous Firefox pour des raisons de sécurité. Donc on a préféré perdre un peu en bytes, mais marcher quand même sur plus de un navigateur. Voilà. Ça permet surtout pour une invitation, même si elle est paquée, elle va quand même être lue par beaucoup de monde. Donc, voilà. D'autres questions? Non, c'est moi, je vous ai tous endormis là, c'est ça? Ok, bon bah du coup, merci.